suis Hugues Jeannonnet, je suis un ancien des mines d'Alès et dans mes différentes activités, j'ai eu à travailler sur les sujets d'énergie. Et donc, j'ai proposé à l'Association des anciens de faire ce webinaire sur les questions d'énergie. On va se présenter, mais voilà, je voudrais remercier déjà Mines Alès Alumni de nous avoir donné cette opportunité. Vous verrez, c'est un sujet d'actualité. Peut-être beaucoup se posent des questions, peut-être dans l'environnement professionnel surtout, mais il y a aussi des questions qui peuvent se poser sur l'environnement particulier et individuel. On pourrait y répondre, même si ce n'est pas l'objectif. Voilà, donc on va passer une bonne heure ensemble. On a un certain nombre de choses à vous dire. On pourra aussi faire un temps de questions-réponses. On va se présenter rapidement. Donc, Luc Jeannonnet, moi j'ai fait Mines d'Alès en 89. Je travaille dans l'industrie et dans les achats d'énergie. Et c'est à ce titre-là, c'est pas à ce titre-là que j'interviens. J'ai des activités indépendantes de conseil. Et surtout, j'interviens comme conseiller achat pour une association où on gère au titre professionnel, hein, c'est de l'associatif cependant, et j'interviens comme bénévole pour les conseiller sur leurs achats, et je suis les questions de l'électricité et gaz pour environ 300 compteurs d'électricité et gaz, et voilà, on a expérimenté au cours des derniers 12, 18, 24 mois, voilà, tout un tas de situations, et c'est vraiment un partage d'expérience que je veux faire. Comme il y a un certain nombre de litiges, et je vais laisser se présenter, moi je travaille sur un certain nombre de sujets avec Éric Bréger, qui voilà, va se présenter et qui va aussi apporter un éclairage plus marché. Alors, bonjour à tous aux mines. Alors, je suis pas un ancien des mines, je suis une autre formation, une formation SC, c'est pas la même, pas du tout. Donc, j'ai un parcours. Aujourd'hui, je suis un ancien acteur de chez Total, donc fournisseur d'énergie. Et en 2019, je décide de créer, je sors du giron de Total et de créer la Fédération française des courtiers en électricité et gaz, car je deviens courtier indépendant. Et je comprends à ce moment-là qu'il y a quelques problèmes dans les tiges de facturation en France, qui a été complètement explosif depuis les 8 derniers mois. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités de pouvoir vous défendre. On pourra en commenter quelques-unes. Voilà, donc moi j'ai créé une marque, la Fédération française des courtiers en électricité et gaz, dont je suis devenu le conciliateur, et j'aide à peu près des centaines de clients sur leurs litiges clients, quel que soit le fournisseur, que ce soit EDF, Engie, Total, fournisseurs alternatifs, gaz, électricité, les problèmes de commande de travaux, régulation de factures, pénalité de rupture de contrat, j'en passe et des milliards. Donc voilà, je te relaisse la main de Luc. Voici j'espère que c'est un cours, ma présentation. Et je vous souhaite un bon webinaire. Luc, à toi. Merci. Alors, donc je vais vous partager l'écran. Ça va se passer en voilà, j'ai une séquence de présentation et à un endroit, à un moment, on va faire une séquence de sondage pour, je dirais, faire un peu l'état de l'art de ce qu'on sait et des points clés sur les sujets d'énergie. Alors, pourquoi parler des hausses de l'énergie? Parce que c'est un enjeu qui est toujours d'actualité. On en a beaucoup parlé en début d'année, hein, au moment où, vous savez, quand il y a eu l'affaire du boulanger qui a vu ses factures exploser. Donc, c'est devenu un sujet qui a été pris en main par les politiques. Il y a eu aussi un sujet un peu technique de savoir si on allait, entre guillemets, passer l'hiver, hein, et donc de savoir si le système, en particulier pour l'électricité, on allait pouvoir passer l'hiver avec tout un tas de questions sur la maintenance des centrales nucléaires. Il y avait aussi un peu avant la question sur est-ce qu'on allait passer l'hiver en question de gaz, est-ce qu'on était approvisionné, est-ce que les stockages étaient suffisamment faits. Voilà, il semble qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais les problèmes sont plutôt derrière, et on va le voir parce que ça se traduit aussi dans les prix. Et puis après, il y a aussi une grande question, hein, qui est un peu le nœud gordien de l'affaire, qui est finalement quel est le bon tarif. Et on a entendu parler de 280 € du mégawattheure pour les TPE. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Voilà, et on va essayer de décrypter ça. Alors l'objectif, c'est pas de faire de vous des spécialistes de l'énergie, hein, spécialistes des marchés, mais voilà, de vous donner
des outils, des clés de compréhension pour adresser les bons sujets. Ce n'est pas non plus l'objectif de faire un webinaire sur comment on peut faire des productions alternatives du photovoltaïque, etc. Ce n'est pas l'objet, ni qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser, réduire les consommations, faire de l'isolation, mettre des… Voilà. Donc là, vraiment, c'est je suis en face, la question, c'est je suis en face de ma facture, comment je la comprends et qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Et vous verrez que c'est déjà une première étape, parce que c'est des fois pas toujours très simple. Mais le sujet de l'énergie n'est pas récent. En préparation, j'ai repris un article des Échos du 20 septembre 2021. Donc, c'est presque maintenant il y a 18 mois. Et c'était bien avant la crise ukrainienne, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et voilà, on disait déjà, flambée des prix, les cours du gaz et l'électricité battent des records sur les marchés de gros. Voilà. Alors, il y a quand même ici une anecdote à cette période-là. Je précise, Luc, et tu vas pouvoir confirmer, on avait les problèmes de phénomène de Nord Stream. Et c'est à cause de ça, en fait, qu'il y a une très grosse hausse parce que le gaz était mal approvisionné. Il y a eu des départs de feu sur les gazoducs. Et donc, ça a beaucoup inquiété les marchés à cette période-là. C'est pour ça que vous avez une envolée à cette période très, très compliquée. Bon, c'est descendu quand ils ont réglé les problèmes, mais après, il y a eu la crise géopolitique. Voilà. C'était le moment où, effectivement, bien avant ça, il y avait la question est-ce que Nord Stream 2 allait être commissionné ou pas, C'est le gazoduc qui traverse la mer Baltique. Il y en a déjà un qui s'appelle Nord Stream 1 et il devait démarrer Nord Stream 2 et qui n'a finalement jamais démarré. Et donc, c'est des sujets qui ne sont pas très nouveaux, mais effectivement qui se traduisent aujourd'hui dans les prix, dans les tarifs que payent les entreprises et qui posent clairement un certain nombre de difficultés. Voilà, donc, comme je le disais, les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres. Il y a des litiges de facturation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des litiges de facturation, c'est des problèmes de compteurs, c'est des problèmes d'index, c'est des problèmes de prix. L'objectif, c'est de comprendre comment fonctionnent un peu les prix, les marchés, les fournisseurs. Qu'est-ce que ça a impact sur votre structure de coût? Et puis anticiper. Et surtout, quelles aides disponibles? Et on verra à la fin. J'ai préparé une page pour essayer de vous donner un peu les outils et les clés de compréhension. Et c'est basé vraiment, je vous dirais comment moi je l'ai appliqué dans l'organisation à qui je donne un coup de main, comment on peut le faire. Voilà. Et sachant que c'est effectivement pas très simple de s'y retrouver. Alors on va passer dans la séquence des questions et je vais reprendre la main pour lancer un sondage en ligne. Donc, je vais vous proposer un premier sondage. Et la question, c'est quel est votre fournisseur d'électricité? Voilà, on va y arriver. Ah, déjà des réponses. EDF, Enedis. Enedis, c'est pas un fournisseur. Non, j'ai mis Engie. Non, je vois Enedis, moi, à gauche. Ah, mais je vais avoir un sondage en ligne. Voilà, EDF. Ah, mais Francis, pour répondre à Francis, Enedis, c'est un distributeur de réseau, c'est pas le fournisseur d'énergie. Bon, là, vous avez les majors, Engie, EDF, Total. Bon. On voit les réponses, là? Mais pour l'instant, on voit rien du tout. Mais on a les réponses sur le chat, par contre. Ah, mais ça y est. Un peu là. Voilà, donc on a déjà des réponses. Je ne sais pas si on peut encore de fait. Donc Eni, ES, OK. EDF, Total, EDF, OK. Et moi, je vois 18% de… 19 participants, mais rien. Et je vois des gens qui… on ne sait pas. Voilà, EDF. Voilà, on n'a pas Eni. Les 18%, je ne sais pas. Alors, on va lancer un deuxième sondage qui est le fournisseur de gaz.
Deuxième sondage sur le fournisseur de gaz. Engie, Total Energy, EDF, autres. Voilà. Alors, je vais vous envoyer un troisième sondage, il y en a 4. C'est quelle est votre consommation annuelle? Donc, voilà, la réponse arrive. Après, le métier de conciliateur que je fais, je suis modérateur. Luc, sache-le. Très bien. Bon, et de toute manière, si vous ne savez pas, vaut mieux. En général, les gens ne savent pas trop leur consommation. Alors, on va lancer le quatrième sondage. C'est sur l'échéance de votre contrat. C'est à quelle échéance est votre contrat? Est-ce qu'il se termine en courant 2023? C'est souvent, ça se termine généralement sur des années complètes. Ça peut être 2024, au-delà de 2025. Bon, suivant les contrats, il y a souvent des contrats, des fois, sont 1 an, 2 ans. On voit même des contrats maintenant 3-4 ans. Il y a eu un peu moins avec la crise, mais c'était pas rare avant d'avoir des contrats de 3-4 ans. Donc, en résumé, si on peut considérer que tout le monde a voté, si on regarde les résultats des 4 sondages, on voit que globalement, et c'est la réalité, vous êtes dans ce qu'on peut constater. On connaît assez bien le nom de son fournisseur. On connaît un peu sa consommation, pas toujours. Sur la consommation, il y avait quand même quasiment un bon tiers des répondants qui ne connaissent pas leur consommation. Et l'échéance du contrat, eh bien là, on est quasiment à plus de la moitié. Et on n'a pas parlé de prix. On n'a pas encore parlé de prix. Et en fait, c'est quand même la consommation et l'échéance du contrat, c'est des paramètres qui sont dimensionnants pour la bonne prévisibilité des prix. Parce qu'effectivement, les prix, on le verra, sont souvent déterminés par le marché. Mais la question du renouvellement, si vous renouvelez votre contrat à un bon moment ou à un mauvais moment par rapport aux offres de prix, et on parle bien des prix pour les professionnels, il n'y a plus de tarifs réglementés, on verra, il y a quelques exceptions pour les tout petits professionnels, les petites activités, mais dans les secteurs industriels, les secteurs de services, etc., dès l'instant où vous dépassez 10 salariés, vous êtes dans des offres dites de marché. Et donc là, il faut effectivement avoir quelques clés de compréhension pour savoir là où on va. Donc en résumé, comme j'ai dit, on connaît bien son fournisseur, un peu moins bien sa consommation et assez mal son échéance. Déjà, pour comprendre le marché du gaz, en fait, quand vous avez un fournisseur de gaz pour les professionnels, eh bien, il s'approvisionne ce qu'on appelle un marché de gros. Donc, ils vont à des professionnels, mais ils s'approvisionnent sur un marché de gros auprès de producteurs. Il faut avoir en tête qu'il y a une dynamique de marché avec d'une part des contrats à long terme et une dynamique qui est liée aux approvisionnements, essentiellement ce qu'on appelle des gazoducs, et on en a parlé au début avec les gazoducs type Nord Stream. Il y a aussi un fameux gazoduc qui traverse l'Ukraine et qui, si vous regardez l'actualité, ça a été source de tension entre la Russie et l'Ukraine et bien avant tous les événements dont on parle. Ça fait au moment de la dite révolution orange en Ukraine, il y avait déjà des questions sur ce gazoduc qui approvisionne le gaz russe qui transitait en Ukraine. Il y a une question de stockage, parce que globalement, on stocke en été pour une consommation hivernale. Et donc, il y a un certain nombre d'opérateurs en France qui ont à charge de stocker du gaz en été, quand il y a une moindre consommation, qui permet de consommer en hiver. Et donc, il y a une dynamique de marché qui s'installe parce qu'en fait, il y a des marchés avec de l'offre et de la demande. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en fait, il y a 3 grandes plaques au niveau mondial de tarification. Il y a le tarif du gaz en Europe dont on parle souvent avec ce qu'on appelle le TTF, qui est la cotation du gaz aux Pays-Bas, mais qui est en fait un peu une référence pour l'ensemble des marchés Europe. Et dans chaque pays, il y a un indice de gaz. Et en France, on parle du PEG, c'est le point d'échange gaz, qui est l'appellation pour le prix de gros du gaz en France. Il faut savoir, je fais une petite aparté quand même, une petite aparté sur le gaz. On est aujourd'hui sur des prix de gaz sur les marchés européens.
on n'a pas, et c'est là où on est le problème. D'ailleurs, le coût de l'électron est aussi basé sur le coût du gaz. Tout à fait. On n'est On y pas reviendra. du tout indépendant énergétiquement. On va le redevenir dû à nos centrales réouvertes. Et on pourra parler aussi des problématiques liées aux centrales, parce qu'on n'en parle pas très souvent. Alors, aux États-Unis, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, ils ont un indice de gaz qui s'appelle le Henry Hub, hein, donc il s'écrit HH, Henry Hub, qui est l'équivalent du TTF aux États-Unis. Bah, sauf que quand vous regardez les chiffres, bah, c'est plus compliqué. Autant en Europe, on parle d'euros du mégawattheure, et bien aux États-Unis, ils parlent de US dollars per MMBTU. C'est une unité d'énergie. Et donc, il faut effectivement faire la conversion pour avoir soit mettre avec la même unité, avec le taux de change et les pouvoirs et l'énergie de chaque unité de mesure. Mais grosso modo, ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que en Asie, ils utilisent le JKM, qui est le Japan Korean Market. Et donc, en fait, il y a des cotations qui sont un peu qui évoluent différemment parce qu'en fait, il n'y a pas de gazoduc entre ces grandes plaques. C'est que du transport par GNL. Et en fonction de l'offre et de la demande, les prix varient. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, indépendant des pics qu'on a eus, et j'y reviendrai tout de suite, c'est que le prix du gaz aux États-Unis est significativement inférieur. Alors, ça varie 3, 4, 5 fois de celui qu'on a en Europe. Hein. Voilà. J'ai regardé tout à l'heure, il est à 3,5 MMBTU, ce qui fait du 15-20 euros du méga. Voilà, donc j'en étais sur le gaz. Voilà, pour dire qu'il y a il y a 3 grands marchés au niveau mondial, pour simplifier. Et là encore, je ne veux pas faire de vous des experts, mais c'est vraiment pour la compréhension. Il y a une dynamique en Europe. Et la dynamique a été particulièrement perturbée. Et là, vous le voyez sur la courbe, en particulier à l'été dernier, ce qui est assez atypique parce que souvent, l'été, les marchés sont un peu plus détendus parce que c'est une période de moindre consommation. Et ça a été lié à la crise en Ukraine où il y a effectivement des effets indirects, où il y a eu des discussions politiques, techniques sur la possibilité d'approvisionnement, l'équilibre d'approvisionnement du gaz en Europe. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, et les courbes que je vous ai mis, ce sont des courbes, ce qu'on appelle des calendars, hein, c'est des prix à terme pour des prix en 2024 et 2025, sachant que toujours sur ces marchés, il y a un prix spot et il y a des prix à terme. Et grosso modo, quand vous faites un contrat pour 2024 ou 2025, le fournisseur est censé se mettre comme référence le prix du marché à terme. Voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a le prix du spot, c'est le prix au jour le jour, et il y a le marché à terme qui sert de référence pour faire les contrats de fourniture. Et clairement, on voit que les prix à terme ont été influencés par le marché du spot. Ce qui effectivement pose question, hein, parce qu'on se dit finalement, pourquoi aujourd'hui, voilà, on présuppose que dans 2 ans, dans 1 an ou dans 2 ans, les marchés auront du mal à approvisionner et donc on reproduit dans les marchés à terme les difficultés qu'on voit sur le prix du spot. Et donc, ce qui effectivement posé un certain nombre de questions parce qu'un certain nombre de clients ont vu leur contrat de gaz renouvelé sur la période de août à septembre-octobre, hein, parce qu'effectivement, leurs échéances étaient en fin d'année et il faut l'anticiper, et se sont retrouvés à contracter à des niveaux de prix très élevés, voire beaucoup trop élevés. Et ce qui effectivement a généré un certain nombre de questions et de mauvaises surprises. Eric nous expliquera un peu comment ça se passe. De la même façon, pour l'électricité, on a une dynamique de marché, mais qui est différente parce que l'électricité, comme vous le savez, ne se stocke pas. Et il y a un mécanisme d'échange entre les pays. Et il y a surtout, si vous avez suivi l'actualité, une dynamique de marché dans lequel, finalement, le prix de l'électricité est déterminé par le coût du dernier kilowattheure produit. C'est-à-dire que on a des coûts de production de nos différents outils, hein, que ce soit l'énergie nucléaire, du renouvelable, l'éolien, du photovoltaïque, des productions avec des centrales à charbon, des centrales à gaz. Et l'opérateur qui pilote tout ça, c'est RTE, qui en fonction de l'offre et de la demande, appelle les capacités de production et on appelle, le principe c'est on appelle en fonction du prix croissant
et on appelle en dernier le coût de production le plus élevé qui détermine le marché. On a surtout, dans l'électricité, c'est finalement un peu plus complexe parce que comme ça ne se stocke pas, on a des prix qui se font à la journée, à l'heure. Et donc, pour les très gros industriels, il y a vraiment une technicité, je dirais, de gestion de la consommation et du pricing de l'énergie qui est assez sophistiquée. Voilà. Et donc, au final, dans une offre, et vous avez sans doute entendu parler de ce qui s'appelle l'AREN, qui est en fait un prix standard dans lequel EDF, en tant que producteur, vend de l'énergie issue des centrales nucléaires, s'appelle l'AREN, qui est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Et donc, un fournisseur d'énergie va se sourcer sur le marché et va vous faire un prix pour les industriels qui va être une combinaison de l'AREN et du prix de marché. Ok, alors on va essayer de parler un peu des contrats engagés depuis ces 6 derniers mois chez l'ensemble des chaînes opérateurs fournisseurs, énergie, électricité et gaz. Il s'avère depuis maintenant 8 mois qu'il y a de très gros litiges de facturation, quel que soit le corps de branche. Alors, ça peut être des boulangers, des brasseurs, des industries, des blanchisseries, des PME, des TPE, j'en passe et des meilleurs, des grandes entreprises qui se sont vues affublées d'un coût de molécules ou un coût de l'électron fois 7, fois 10, fois 1000. Enfin, j'en ai vu, j'ai même fois 3000. Donc, vous imaginez à la lecture des factures des chefs d'entreprise, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu cette crise effectivement géopolitique qui a fait qu'il y a une très grosse cadence de vente parce que la vente de l'énergie devenait extrêmement chère. Et au taux de renouvellement des contrats, c'est-à-dire quand il y a eu des renouvellements, à peu près, que ce soit chez Total ou chez les autres, 20 000 ou 25 000 contrats qui ont été effectués sur tous les fournisseurs. Le seul problème, c'est que parmi ces contrats, il y a énormément de litiges, près de 50% de litiges, parce que vous avez des indices qui sont très élevés, les gens ne peuvent pas payer. Donc, il y a une alerte des pouvoirs publics auprès de Bercy. Emmanuel Macron a même fait une annonce en bloquant les tarifs à 280 € du mégawattheure. Ça, c'est pour le futur. Il faut savoir que pour le futur, rien n'est acté puisque c'est une décision qui doit être faite au Parlement et sous décret. Pour tout ce qui est passé, quand vous vous êtes engagé dans la période de juillet à décembre jusqu'à maintenant, bien évidemment, vous allez avoir, il y a une fin, vous avez un bilan si vous êtes en entreprise, vous avez vos factures, mais le seul problème, c'est sujet à litige. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas payé, qui n'ont pas souhaité payer ces factures parce qu'ils estimaient que c'était abusif. Et donc là, on a énormément de plaintes. Donc moi, mon boulot aujourd'hui, si vous voulez, au sein de ma fédération, c'est d'accompagner les entreprises, les PME, les TPE qui ont des soucis de litige de facturation, de dénoncer les contrats. Et vous avez plusieurs possibilités. Alors, la première possibilité, c'est de saisir le médiateur du fournisseur. Chaque fournisseur, on va dire des fournisseurs dits historiques ou de grandes branches, c'est-à-dire EDF, Total, Engie, on va dire pour les trois, ont tous des médiateurs. Donc, il faut, à la base, prendre un peu son bâton de maréchal, saisir le médiateur de l'entreprise. Enfin, le médiateur plutôt du fournisseur. Dès que la saisie du médiateur du fournisseur, et là, c'est le problème des réponses, le temps est extrêmement long. De plus, ils sont extrêmement sollicités, donc ils n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes. Vous avez la possibilité de saisir le médiateur de l'énergie. Donc là, c'est sous condition, conditions de chiffre d'affaires, conditions moins de 10 salariés, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sinon, c'est le médiateur des entreprises. Et selon son avis, si vous voulez, il va donner un avis. Il va dire si votre demande est légitime, il va demander aux opérateurs de se mettre autour d'une table et de faire quelque chose. Parce que effectivement, le médiateur de l'énergie est une dépendance publique et donc ils ont plutôt intérêt à le faire. Comme c'est souvent pas très bien fait, moi je suis dans une niche, je conseille les clients, je les oriente, je saisis pour le compte des clients le médiateur et selon son avis, après, une action au tribunal peut être effectuée et engagée à l'encontre du fournisseur parce que personne aujourd'hui moi, j'ai géré à peu près en 3 ans près de 600 litiges.
J'en ai gagné 585. Il y en a 5 qui sont aux tribunaux, avec des grands spécialistes comme Gazprom d'ailleurs, je ne pas le dire. Ils sont plus du tout sur la chaîne européenne, ils n'ont plus le droit de vendre. Donc voilà, donc on a eu beaucoup de litiges. Et moi, je m'occupe plus précisément des litiges que vous avez pu voir à la télévision. Ulrich Alero, une brasserie, la Lumi, les acteurs de boulangerie, qui sont tous foudrage parce qu'en fait, en gros, vous avez le coût de matière première pour la boulangerie qui a augmenté. Bon, vous avez le coût de l'énergie qui est des fois 100 fois 500 fois 1000. Bon, là, il faudrait vous vendre une baguette tous les jours à, je sais pas, 5 euros pour qu'ils arrivent à s'en sortir et faire de la marge. Donc, c'est un vrai problème parce que typiquement, par exemple, pour la branche des boulangeries et fédérations, vous avez la même chose en Angleterre. Il faut savoir, en Angleterre, une boulangerie sur 2 a fermé. Et on n'est pas très loin des mêmes problèmes. Donc ça, aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une alerte au pouvoir public. On essaye d'alerter avec des spécialistes, des experts comme Luc, comme Emmanuel Cyr, vous pouvez voir à la télévision, qui donnent des indicateurs sur l'énergie et qui expliquent la situation et le contexte géopolitique. On est très dépendant du contexte géopolitique, très dépendant du gaz, du coût du gaz en Europe. Et je vais faire la parenthèse maintenant sur les centrales nucléaires. Elles ont été réactivées pour redevenir autonomes et indépendantes, sauf qu'on a oublié la réglementation. La réglementation, c'est normalement, quand on réouvre une centrale, c'est des mesures, les unes après les autres, pour savoir si effectivement le carénage est bon, s'il n'y a pas de fissure, etc. Et ça met les bilans, en général, c'est 8-10 mois pour arriver à la faisabilité d'une centrale. C'est pas le cas. Ils ont tout rouvert en quelques temps et ça pose des problèmes parce que vous avez la CGT qui s'y met, etc. Et comment ça se fait, patati patata. Donc, Eric, voilà, on va redevenir indépendant. Ça, c'est une bonne chose. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos litiges passés où toutes les entreprises sont en plein dedans. On a des bilans qui sont complètement bouleversés parce que vous avez des bilans, des fins de bilan et vous avez des avoirs qui devraient être faits qui n'ont pas été effectués et vous avez toujours la demande fournisseur. C'est quand même assez étrange. Je vais donner une palme. Oui. Eric, j'ai une question dans le chat. Tu as parlé du 280, on y reviendra dans les aides, mais est-ce que c'est hors taxe ou TTC? Hors taxe. C'est hors taxe. Hein. C'est le prix de l'électron. Et on y reviendra dans la structuration des factures, mais c'est effectivement une bonne question. Voilà. Voilà. Alors après ça, encore une fois, c'est l'indicateur donné par Emmanuel Macron, notre président de la République, qui devrait le valider en Parlement et sous décret. Vu les problèmes qu'il y a aux retraites, vu les problèmes qu'il y a à l'énergie, ils n'arrivent même pas à trouver des salles pour pouvoir se dynamiser et se parler correctement. Donc, bon, c'est quand même compliqué. Donc, voilà, on est dans un état où on a des factures passées avec des gestions de litiges très impressionnantes. Moi, je vais vous donner un exemple. La Palme d'Or pour Engie, je vais dénoncer un peu l'opérateur. C'est pas très grave. En général, je n'aime pas trop parler des opérateurs, des fournisseurs, parce que ça reste quand même des fleurons français. Mais pour vous donner une petite idée, j'ai une blanchisserie qui avait demandé pour son compteur un changement de puissance, qu'est-ce que ça changeait, les prix auraient changé, etc. En fait, l'opérateur, le fournisseur a dit que c'était pas un problème pour rester dans sa puissance ou voir l'augmenter. Suite à ceci, il y a une production de facture qui a été faite pour du conseil que le client a refusé, il a fait un recommandé, après il m'a saisi. Et cela fait 8 mois que j'essaye de négocier avec le service client de Engie qui me donne toujours la même réponse. Le client, ça fait 15 ans qu'il est chez Engie, il est parti au contentieux, il a 3 avis de coupure. Écoutez bien, pour 300 €, 300 € où le litige est dénoncé. Hein. C'est une doublette de facture avec le même prix, dans la même période, avec 2 libellés différents. Enfin, le même libellé, pardon, et des numéros de facture différents. Donc, vous comprendrez bien que le chef d'entreprise, il en a marre. On est alerté tous les matins et harcelé par des SMS de chez Engie qui vous demandent de recouvrir. Sinon, ils vous suspendent. Donc, ce que j'ai fait, ça fait 8 mois que j'ai donné la chance à Engie de se retrouver avec ses services entre le contentieux et le service client. C'est toujours pas fait, ça fait 8 mois. 109 appels, Luc, pour le groupe Engie.
109 appels. C'est une mission incroyable, hein. Je le dis parce que là, c'est aberrant, avec des AR qui ne tiennent pas compte. En fait, ces gens-là, cet opérateur souhaite effectivement faire entrer de l'argent sans tenir compte de savoir s'il y a un état de litige, s'il y a un ticket d'incident, ce qui a été fait pendant 10 mois. Voilà. Donc, j'ai saisi ce matin le médiateur de l'énergie en attendant son focus de réponse. Et en fonction de sa réponse, nous défendrons son dossier devant le TI pour faire avancer les droits du consommateur. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez en parler sur le chat. Et donc, pour résumer, en attendant que Luc voilà, arrive à remettre un peu tout ça en ordre, tout le monde s'inquiète, hein, le gouvernement s'inquiète et propose des solutions orales, mais rien n'est acté. Il faut savoir quand même que tous les litiges de facturation liés à EDF on peut créer un ticket d'incidence, ce que je fais, sauf que les réponses d'EDF sont très claires. Sans décision parlementaire et sur décret, comme vous avez une branche historique publique, litige à peu près, même s'il n'y a pas de décision derrière, même s'il n'y a pas de réponse pour l'instant, il y aura des réponses des pouvoirs publics. Et mieux encore, ils ont quand même des boucliers précis avec un prix bloqué. Donc, rester chez EDF pour un particulier, c'est bien. Vous avez toutes les solutions et si un jour vous avez un problème, vous pouvez toujours nous écrire, m'écrire, on regardera ça. Mais le tarif réglementé est une bonne idée. Ça permet effectivement d'avoir une réglementation sur un tarif, sur un prix bloqué, parce qu'il y avait des opérateurs qui faisaient un peu n'importe quoi, malgré tout. Donc voilà, pour les chefs d'entreprise, pour la partie pro a été beaucoup touchée. Il faut savoir que la majorité du parc français aujourd'hui, vous avez 70% de C5, ce qu'on appelle des catégories E, et vous avez 30% de C4, C3, C2, C1. Voilà. Pour la branche C5, on est plus dans la combinaison particulier, TPE, PME. Alors, qu'est-ce qu'il met? Pour le gaz, c'est pareil, hein. Si vous êtes sur le gaz, si vous êtes vous pouvez être avec Engie en général ou avec EDF, restez chez eux. Pour l'instant, ça reste les opérateurs historiques. Pour le gaz, Engie, quand ils reprendront, oui. Alors, le problème, c'est son approvisionnement aujourd'hui. Engie, c'est pas très clair. Tant que Gazprom a été coupé, c'est compliqué pour se faire livrer. Et il faut savoir qu'il y a une grosse partie de gaz qui est prise en charge par le nucléaire. Mais pourquoi on ne manque pas de gaz en France? Il faut le savoir. On n'en manque pas parce que un contrat de vente sur 10 est de gaz. Le reste, c'est de l'élec. Alors, ce qui est important pour les particuliers, c'est pas forcément le thème, mais il y a une information qui va circuler, c'est que si vous êtes au tarif réglementé du gaz en tant que particulier, c'est un tarif qui va s'arrêter au 30 juin. Et il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises par la Commission de régulation de l'énergie, qui est une instance nationale et qui dépend aussi un peu du gouvernement, vu que le président de la CRE est nommé par le gouvernement, et est en train de réfléchir sur comment créer un indice de marché pour la suite à la fin des tarifs réglementés du gaz. Donc, vous pouvez être généralement avec Engie au tarif réglementé, et si vous êtes pour le gaz à titre personnel chez un autre fournisseur, que ce soit Eni, EDF ou autre, c'est là que vous êtes sur une offre de marché, sans doute qui peut être à prix fixe sur plusieurs années. Donc là, il ne va rien se passer. Mais si vous êtes au tarif réglementé du gaz chez Engie, et il n'y a que Engie qui pouvait encore, maintenant on ne peut plus souscrire au tarif réglementé du gaz pour les particuliers, ça va changer au 30 juin. Donc il va falloir faire attention, il faut faire attention aux courriers que vous allez recevoir. Vous allez probablement recevoir beaucoup de courriers pour des propositions de souscription. Voilà, il y aura des décisions à prendre. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au 30 juin, il est possible que Engie, avec décision publique, améliore ses performances de contrat. Parce qu'on ne peut pas en rester là vu les problèmes qu'ils ont. Donc, je pense que le gaz sera réglé aussi en juin. Un blocage sera réeffectué pour cette période. Voilà, j'ai réussi à vous partager la page. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre une facture. Il y a 3 parties. Il y a la partie énergie, soit l'électron, soit la molécule pour le gaz. Le transport-distribution, qui sont des prix qui sont déterminés par
les pouvoirs publics et qui sont mis en œuvre par Enedis et RTE pour l'électricité ou essentiellement GRDF pour le gaz. Et vous avez les taxes et des contributions, hein, ça s'appelle TICFE, taxe communale, départementale, TVA, CTA, TICGN, etc. Il y en a beaucoup, vous pouvez trouver qu'il y en a trop, mais c'est comme ça que ça se passe. Et quand on parle d'achat d'énergie, quand je vous ai montré les cours de marché, hein, ben ça concerne que la première partie de la facture, l'électron ou la molécule. Et quand on parlait du 280 € du mégawattheure, c'est la partie énergie. Donc c'est indépendamment de le transport-distribution ou des taxes et des contributions. Voilà. Donc vous avez le compteur, fameux compteur Linky, hein, qui mesure des kilowattheures. Le compteur Gaspard, le compteur de gaz, qui, quand il est comme sur la photo, c'est un compteur qui est théoriquement connecté, il mesure des mètres cubes qui vont être convertis en euros du mégawattheure. Voilà. Et là, c'est important parce que suivant les factures, mais vous pouvez avoir des prix qui sont exprimés soit en euros du mégawattheure, soit en centimes d'euros du kilowattheure. Donc, ça ne donne pas la même chose, mais quand on a des prix qui varient d'un facteur 10, voire 100, comme on a vu dans certains cas, hein, parce que sur l'électricité, on est passé de prix qui était de 60-80 € du mégawattheure à des 1500, ben on a vite fait de se tromper. Et dans certains cas, il y a même des fournisseurs qui n'indiquent pas l'unité de mesure, l'unité de compte du prix de l'énergie quand c'est facturé. Voilà. Et donc, ça doit être pris. Il faut bien regarder ces consommations. Souvent, les consommations sont mesurées en kilowattheure, mais les prix, souvent, en centimes d'euros du kilowattheure. Donc, mais en fait, à la fin, vous payez des euros. Donc voilà, donc il y a des phénomènes de facteur 100 pour les centimes ou les euros qui ne facilitent pas la lecture des factures. Voilà. On avait l'habitude de dire que la part énergie, la part transport-distribution, la part taxe était un tiers, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il ne faut pas se fier à ça. Et moi, je vous invite, et ce que j'ai fait à regarder par le détail vos factures, vérifier les consommations, contrôler les compteurs, vérifier que tout se passe bien, qu'on n'ait pas facturé 2 fois, que vos dates d'échéance apparaissent sur vos factures. Si ça n'apparaît pas, vous vérifiez avec vos contrats. Il y a énormément de factures énormément d'informations sur les factures, et c'est ça qui est important. Petite chose quand même sur votre facture, à la lecture de votre facture, sachez quand même dans une facture, vous avez une partie pour le fournisseur d'énergie, c'est 43%, ouais, on va dire 44%, et l'autre côté, c'est la partie opérationnelle, distribution et taxes. Et c'est ça, en fait, en gros, vous êtes quasiment à 50-50. C'est pas le fournisseur qui s'enrichit le plus, c'est quand même l'État, je le précise, la distribution et les taxes sur les taxes. Parce que ça, on est un pays de spécialistes, on organise des taxes pour engraisser ou emmagasiner ou stocker des masses d'argent, je ne sais pas où est-ce que ça va. Et quand il y a pénurie, aujourd'hui, on a des problèmes de livraison, on a des problèmes de gaz, on a des problèmes d'électricité. Il y a une partie de distribution Enedis qui pourrait être gelée par les pouvoirs publics. Quand même pas difficile, plutôt que de demander à des opérateurs. EDF, ils ont plus de sous, c'est compliqué, même s'ils en ont gagné un petit peu l'année dernière. Engie, c'est pareil. C'est quand même très compliqué. Donc l'État n'a pas compris qu'il y a aussi une partie des taxes et de recettes qui devraient être suspendues pendant cette durée très compliquée. Moi, je l'ai proposé à Bercy. Maintenant, je ne pense pas que c'est leur façon de voir les choses, mais c'est une erreur parce que là, aujourd'hui, la gestion des litiges est forte, les gens ne savent plus trop où ils doivent acheter. Il y a beaucoup de gens qui reviennent dans le giron d'EDF pour plein de raisons, parce qu'ils ont tous très peur. Et même EDF aussi, cette peur, c'est que ces contrats encadrés, ce ne sera pas respecté. Il y a certains contrats qui ne seront pas respectés, je le précise. C'est pas parce que vous avez un engagement, ils peuvent faire voter des articles, il y a des aménagements de conditions générales de vente. Enfin, alors on peut faire tout ce qu'on veut, même les prix fixes. Aujourd'hui, j'ai vu des prix fixes avec des changements d'électrons, les coûts de l'électron, alors qu'on est en prix fixe. Voilà. Alors, donc en fait, il y a quand même une vraie question qui est où est-ce qu'on peut trouver des informations? Donc là, moi, je vous ai mis des informations, uniquement des informations qui sont publiques, hein, qui sont des acteurs, je dirais,
soit du gouvernement, soit des opérateurs qui ont mandat pour le faire. Donc vous avez un truc qui est très intéressant, c'est la checklist énergie qui a été diffusée par le médiateur des entreprises. Vous avez trouvé une checklist en 10 points qui vous donne un peu les trucs et astuces pour gérer un contrat, comprendre son prix, quelles sont les aides et quels sont les outils de médiation. Et donc, vous retrouverez ce qu'a expliqué tout à l'heure Eric sur le médiateur de l'énergie et le médiateur des entreprises qui ont des niveaux d'intervention différents suivant la taille de votre organisation. Vous avez aussi, et j'avais mentionné, la commission de régulation de l'énergie. C'est vraiment l'organe régulateur des marchés de l'énergie, électricité et gaz en France, qui communique des références de prix d'électricité pour les PME et les collectivités territoriales. Parce que c'est effectivement, voilà, on est souvent un peu perdu pour des entreprises et des PME, PMI, donc pas forcément les éléments de référence quand ils reçoivent des offres aux fournisseurs. Ben, vous trouvez des références sur ce site, sur le site de la commission de la CRE. Petite parenthèse pour les gens du chat, pour ceux qui sont chez Total, effectivement, dans les compositions de factures, parfois c'est en centimes d'euros, parfois c'est en méga, en euros du méga de. Ça dépend en fait de la lecture de vos factures et qui a distribué le contrat. Ça peut être un courtier, si c'est direct branche Total. Donc effectivement, c'est souvent un problème. Ça peut être du kilo, ça peut être de l'euro. D'ailleurs, ce serait bien que la CRE fasse quelque chose pour qu'il y ait plus de confusion sur les indices de facturation. Que ce soit ou en kilos ou en euros, ce serait bien que tout le monde fasse la même chose. Voilà. Mais il faudra m'envoyer votre facture, Loïc, je regarderai, si vous voulez. On a aussi sur le site de la CRE un suivi des prix, en particulier pour les tarifs régulés de vente, c'est les fameux TRV, tant du gaz que pour l'électricité, bien sûr, et des listes de fournisseurs qui peuvent opérer la vente de gaz ou d'électricité en France. Vous avez aussi une application, peut-être vous avez entendu parler, c'est l'application EcoAt que tout le monde peut charger sur son smartphone, qui donne une prévision à 3 jours de, entre guillemets, la météo d'électricité, si on est vert, orange ou rouge. Et grosso modo, rouge, ça veut dire qu'il peut y avoir, dans certains endroits, des risques de coupure, parce qu'il y a un déséquilibre entre la production et la demande. C'est en particulier dans les moments de grand froid. Il faut savoir au demeurant qu'un certain nombre de gros industriels ont des accords avec RTE, ce qu'on appelle des contrats de délestage. Et au moment où il va y avoir des pics de consommation qui sont connus et anticipés, c'est souvent à 19h ou dans des moments de grand froid, ils sont capables de délaisser les industriels. Donc, les industriels ont une notification d'1 heure pour délester et arrêter des équipements pour soulager le système électrique. Comme on a dit, il n'y a pas de stockage. Donc, il faut qu'il y ait parfaite adéquation entre la production et la consommation. Sinon, il y a ce qu'on appelle un blackout. Alors ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais parce qu'effectivement, il faut quand même, comme on dit, rendre à César ce qui est à César. Il y a un vrai travail par RTE et par Enedis qui assure la distribution pour faire vers un pilotage fin de tout ça, les imports, les exports, les délestages. Il y a un vrai travail de pilotage dont on parle assez peu, mais qui vraiment fonctionne. Ah, oui. Oui, on est l'un des rares pays d'ailleurs en Europe à ce qui n'est jamais de coupure. Pourquoi? Parce que Enedis, c'est une branche EDF. Enedis, c'était pareil avant. Chose, groupe. Ils ont scindé les métiers. Il y en a un qui est fournisseur d'énergie et l'autre qui est vraiment dans la distribution. Et la manière quand on parle effectivement de délestage ou d'arrêt, coupure, etc., ou les alertes qu'on a pu avoir, ça n'arrivera quasiment jamais. Enfin, c'est jamais arrivé. C'est arrivé une fois ou deux dans certaines régions parce qu'il y a eu, par exemple, vous pouvez avoir une période de grand vent, vous pouvez avoir des vitesses de pointe qui montent à 300 km/h, tout peut être arraché, vous pouvez avoir plus de fonctionnalités. Et là, effectivement, obligé de refaire pour des travaux, refaire toutes les lignes. Ça arrive. Mais c'est souvent pour des problèmes d'intempéries, pas pour des problèmes d'énergie. Vous avez aussi le site du médiateur national de l'énergie où vous trouvez beaucoup d'informations et en particulier un outil qui s'appelle le comparateur de prix, très utile. Et puis vous avez aussi, ça a été il y a quelques mois, une charte d'engagement qui a été signée entre des acteurs publics et les principaux fournisseurs pour effectivement être plus réactifs face aux difficultés et aux problèmes rencontrés.
Voilà, objectivement, quand on est au quotidien devant sa facture, des fois on a un peu de mal à comprendre l'efficacité de cette charte, mais au moins il y a la volonté de faire avancer des choses. Voilà. Donc ça, c'est un résumé. Il n'y a pas tout, mais c'est franchement là vous trouvez quand même beaucoup d'informations pour gérer vos contrats et trouver des éléments de réponse aux questions que vous pouvez vous poser. Et alors, dernière page, vous avez beaucoup entendu parler des aides pour l'électricité surtout et aussi un peu le gaz. Alors, j'ai essayé de résumer ça en une page, ce qui n'est pas évident, mais j'ai repris pour la partie gauche un extrait d'un document qui a été publié par le ministère de l'économie, que vous avez peut-être certains d'entre vous reçu ou vu, mais qui essaie d'expliquer voilà, qui est éligible à quoi. Et en fait, il y a déjà un premier critère, c'est la taille de votre entreprise. Hein, est-ce que vous êtes une TPE de moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de bilan par an? Et ça donne un premier aiguillage. Et après, deuxième aiguillage pour cette catégorie, c'est est-ce que vous avez un compteur inférieur à 36 kVA ou supérieur à 36 kVA? Si vous êtes en dessous de 36 kVA, vous disposez du bouclier tarifaire, le même bouclier tarifaire que pour les particuliers. Et c'est là qu'il y a eu le problème des boulangers, c'est que les boulangers ont une consommation supérieure à 36 kVA, donc ils sont retrouvés sans le bouclier tarifaire à devoir payer très cher. Voilà. Donc deuxième catégorie, si vous avez votre compteur qui est supérieur à 36 kVA, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre contrat a été renouvelé au deuxième semestre 2022? Si oui, c'est ce qui a été dit, on a dit tout à l'heure, parce que votre prix est limité à 280 € du mégawattheure. Hein, et donc ça, c'est si et seulement si votre contrat a été renouvelé au second semestre 2022. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a eu pour l'électricité des hausses de prix qui ont été bien au-delà de ça. Et vous pouvez disposer d'aide. Voilà. Donc ça, ce qui est l'amortisseur, on l'appelle l'amortisseur plus hein, pour le 280 € du mégawattheure. Et donc, si ce n'est pas ce cas-là, et pour aussi les PME de moins de 250 salariés, vous disposez de l'amortisseur et éventuellement du guichet au paiement des factures. L'amortisseur, c'est sur la partie droite. C'est une aide de 50% pour chaque mégawattheure compris entre 180 et 500 € de mégawattheure. Donc, vous avez une aide de 50%, mais calculée sur le prix moyen. Et donc, en fait, en fonction de votre contrat, parce que vous pouvez avoir un contrat avec un prix fixe, j'irai toutes heures, hein, enfin heure pleine, heure creuse, le même prix toute l'année, mais vous pouvez avoir un contrat avec des heures pleines, heure creuse, ou vous pouvez avoir un contrat avec des heures d'hiver, des heures d'été, heure pleine, heure creuse. Et donc, en fait, le prix est à calculer, c'est un prix moyen pondéré des consommations. Et donc, ça nécessite de faire des calculs, il faut avoir son bilan annuel, surtout quand vous êtes un compteur au-dessus de 36 kVA, ben, vous n'avez pas forcément les informations. Live streaming is on. Vous avez la possibilité d'y avoir droit. En fonction des critères, suivant la taille de l'entreprise, suivant que vous êtes aussi une ETE ou une grande entreprise, il faut aussi avoir en tête qu'il y a des budgets, c'est une aide qui est fermée, c'est-à-dire c'est les premiers qui demandent qui sont les mieux servis. Donc voilà, donc tout ça c'est pour en résumer. C'est important parce qu'en fonction de la situation où vous êtes, vous pouvez avoir des aides et dans certains cas, il faut les demander très vite. Voilà. Il y a des informations sur le site du ministère de l'économie hein, pour télécharger les documents et aussi sur impôts.gouv.fr. Vous avez aussi un simulateur d'aide gaz-électricité. J'attire votre attention que là aussi, ils ne sont pas très cohérents parce qu'ils donnent des prix en kilowattheure et non pas en mégawattheure. Donc vous voyez, là aussi, nul n'est parfait. Et il faut faire attention quand on met les chiffres dans le simulateur pour avoir le bon résultat. Il y a une question de Loïc. Pour les pros, les collectivités pris en otage par la spéculation, est-ce qu'il y a une base de comparaison avec un prix de revient d'une solution de groupe électrogène? Oui, effectivement. Mais Eric a disparu parce qu'il aurait été bien placé pour répondre. Alors, moi, dans ce cas-là, Loïc, ce que je recommande, c'est effectivement d'aller regarder, de bien regarder le prix qu'on a dans son contrat, regarder les prix qui sont indiqués par la CRE,
voir si c'est effectivement cohérent. Si on a des prix qui ne sont pas cohérents avec ceux qui ont été proposés par le fournisseur, ben là, il faut faire intervenir le médiateur. Mais ce qui n'empêche pas que, en fonction des critères que j'ai donnés sur les aides, l'entreprise puisse être aussi bénéficiaire des aides. Voilà. Donc il faut regarder les deux, il faut tout regarder en même temps, et ça nécessite effectivement un peu d'attention. Voilà ce que l'on voulait dire. Si vous avez des questions et des interrogations, on est prêt à y répondre. Vous pouvez lever la main et on peut réactiver les micros si besoin, ou vous pouvez mettre vos questions dans le chat.